Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et les gars, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis quelques temps, sur les réseaux comme Twitter et YouTube, je vois différents commentaires qui un petit peu, on peut le dire, s'opposent. Entre ceux qui estiment qu'il y a un héritage Jean-Michel Aulas qui vient lourder, pénaliser la gestion actuelle de l'OL, et ceux qui, dans le camp d'en face, estiment que non, il n'y a pas forcément d'héritage du président Aulas, mais qu'en fait, c'est la gestion Textor qui pose question. Et ces débats-là, je les vois tous les jours, je les lis sur les différents réseaux, et je me suis dit, Mika, peut-être qu'il y a la place pour faire une vidéo explicative la plus objective possible, qui va avec des faits, rien que des faits, des chiffres que j'ai épluchés dans les documents financiers de l'ex-OL Group et maintenant Eagle Football Group. Tout ça, pour vous, j'en ai fait une synthèse qui reprend l'essentiel et qui va donc répondre à 2 ou 3 questions fondamentales. Est-ce que oui ou non, on peut dire qu'il y a un héritage lourd à assumer de la part du président Aulas? Est-ce que oui ou non, on peut dire qu'il y a une gestion un petit peu aléatoire du président Textor? Et conclusion, qui est le coupable? Qui est le principal fautif dans cette gestion qui pose vraiment question de l'Olympique Lyonnais? Avant de commencer, les gones, si le contenu vous plaît, pensez au petit pouce qui fait extrêmement plaisir. Ça prend 1 seconde, c'est extrêmement rapide, ça ne coûte rien. C'est l'un des seuls moyens pour rétribuer le créateur que je suis, donc merci par avance. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents points de vue. Est-ce que pour vous, il y a vraiment un héritage Aulas? Est-ce qu'il y a une gestion un peu obsolète, aléatoire du président Textor? Bref, dites-moi tout en commentaire. Pensez aussi, si vraiment vous aimez le contenu du 11 lyonnais, à vous abonner. Et enfin, activez la cloche pour ne rien manquer. Merci par avance à tous, les amis. Et j'y pense, 1000 merci aussi pour les vidéos récentes qui ont fait un carton, mais un carton de folie. En quelques 3 vidéos, j'ai fait quasiment, je crois, 40 000 vues. C'est du jamais vu, 40 000 vues en 3 ou 4 vidéos. C'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, les plus fidèles depuis le départ et les nouveaux qui découvrent la chaîne et qui, je l'espère, vont aimer ce que je fais pour vous sur le 11 lyonnais. On commence donc par le thème numéro 1, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a oui ou non un héritage du président Jean-Michel Aulas? Alors, avant de commencer, je pense qu'il faut faire un petit tour de contexte sur un rappel historique. Je rappelle qu'à l'époque, quand le président Aulas dirige l'OL, il a entre les mains un club qu'il a façonné, qu'il a rendu moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et à l'époque, le président Aulas a un rêve. Il se dit, je pense qu'il faut passer un cap. Sportivement, c'est fait, mais économiquement, on peut encore faire mieux. Avec Gerland, on dépendait d'une municipalité, d'une agglomération, d'une métropole qui facturait chaque année le stade en location contre quelques millions d'euros. Et Jean-Michel Aulas s'est dit à l'époque, il faut impérativement que l'on réussisse à déconnecter le sportif de l'économique. Parce que oui, le foot n'est pas une science exacte. On peut très bien être bon en 2005 et ne plus l'être en 2025. C'est extrêmement fluctuant. On peut être en Ligue des Champions en 2020 et ne plus l'être en 21, 22, 23, 24, 25. Et oui, c'est le foot qui veut ça. Ce n'est pas une science exacte. Et pour ce faire, le président Aulas s'est dit, il faut, comme je vous l'ai dit, décorréler le sportif et l'économique. Il faut diversifier, on dirait en économie, diversifier les revenus, et notamment les revenus récurrents. Que sont les revenus récurrents? Ce sont les revenus qu'un club comme l'OL peut générer chaque année de façon systématique et donc venir augmenter le chiffre d'affaires. Et ça, dans sa conception globale des choses du président Aulas, il avait imaginé un stade que maintenant vous connaissez, c'est le Parc OL, ce très grand et très beau stade que l'on a maintenant, qui a coûté à l'époque quelques 380 millions dans mon souvenir de financement, c'est beaucoup, c'est vrai, mais un très bel outil, comme on dit maintenant chez nous côté OL, et à côté, en périphérie du stade, ce qu'on appelle l'OL Valley, donc une zone d'activité commerciale dans laquelle on retrouve différentes activités, que ce soit restauration, que ce soit bowling, ou autre encore meilleur que j'oublie. Tout ça, c'est le projet global, la vue d'ensemble de Jean-Michel Aulas à l'époque, qui voulait donc diversifier les revenus pour ne plus dépendre du paramètre aléatoire du foot, qui reste une science inexacte. Une fois que tout ça a été rappelé, maintenant, place à quelques indicateurs qui me paraissent intéressants et que j'ai produits pour vous, les amis. Je me suis farci et coltiné, je crois peut-être quasiment une centaine de pages de documentation financière économique du groupe à la fois Eagle et l'ex-OL Group, pour aboutir à ça, notamment un premier graphique que j'ai produit pour vous et qui, je trouve, illustre bien
la situation à l'instant T et depuis aussi 5 voire 6 ans. Le voici, le voilà. Donc ce graphique porte sur la dette nette de trésorerie. Alors que veut dire dette nette de trésorerie? La dette, pour faire simple, petit rappel économique basique, c'est l'ensemble des sommes d'argent qu'un débiteur doit à un créancier. En d'autres termes, c'est l'argent que doit l'OL à des organismes qui ont prêté de l'argent, les banques par exemple, ou encore qui ont pu acquérir des titres, des actions ou des obligations. Ça, c'est la dette financière de l'OL. Et quand on parle de dette financière nette de trésorerie, qu'est-ce qu'on fait? On vient y soustraire la trésorerie du club et on aboutit à une forme de dette nette qui est la plus, en tout cas presque la plus juste possible, la plus fidèle de ce qu'est actuellement financièrement l'Olympique Lyonnais. Et donc le graphique que j'ai mis à l'écran, je pense qu'il illustre bien quelle est en fait la progression depuis maintenant quelques saisons en termes de dette nette financière pour l'OL. Alors entre 2019 et 2024, le constat est simple, sans appel. Vous remarquerez tous que la dette nette n'a fait qu'augmenter, et pas qu'un peu. Alors en pointillé jaune, ligne verticale, c'est la distinction entre l'ère JMA et l'ère Textor. Et j'ai mis 3 grands événements qui me paraissent importants et qui doivent aussi rappeler que le monde du foot n'est pas une science exacte. Alors en 2019, l'OL avait une dette d'environ 150 millions d'euros, une dette nette d'environ 150 millions. Un an plus tard, que se passe-t-il? C'est le Covid. Tout le monde s'en rappelle, la Ligue 1 est stoppée prématurément, courant, je crois, mars, dans mon souvenir. Et en conséquence, la dette de l'OL va exploser, parce que qui dit arrêt de la Ligue 1, match à huis clos, moins de billetterie, moins de droits TV, et tout ça fait que, effectivement, on a abouti à une explosion de la dette qui culminait à quelques 295 millions d'euros. Et il faut aussi garder à l'esprit qu'entre 2020 et 2021, dans les comptes de l'Olympique Lyonnais, vient se greffer, vient alourdir la dette, le crédit bail immobilier qui a été contracté pour construire la LDLC Arena, la salle de spectacle et d'event, qui a posé tant et tant de questions dans la sphère OL et encore d'ailleurs. Et ça, on en reparlera juste après. En 2021, je poursuis, c'est le scandale Mediapro qui va une fois de plus pénaliser très très lourdement l'Olympique Lyonnais. Mediapro qui avait promis au club français et à la Ligue de foot environ 1 milliard d'euros pour les droits TV de la Ligue 1 et qui au bout de quelques mois d'exploitation s'est cassé la tronche de façon admirable. Et dans sa chute, Mediapro a entraîné de lourdes pertes pour tous les clubs de Ligue 1. D'ailleurs, l'OL avait estimé à l'époque que la perte de droits TV a été d'environ 60% pour l'OL. 60% de droits TV en moins suite à l'affaire Mediapro, c'est quand même pas rien. Ce qui fait que, par effet boule de neige, la dette va aussi augmenter et atteindre environ 303 millions d'euros l'année suivante. Et en 2022, c'est le rachat de John Textor qui va donc acquérir l'ex-OL Group. On est en décembre 22. Et là, les amis, c'est extrêmement important. Au moment du rachat, je précise bien, écoutez bien, au moment du rachat de l'ex-OL Group par Eagle Holding, par John Textor, la dette de l'OL s'élève à 330,8 millions d'euros. Retenez bien, 330,8 millions d'euros au moment du rachat de l'OL par Textor. Et dans ce rachat de l'OL par Textor, il y avait quelques conditions dites suspensives. Il y en a une qui est bien connue, c'est la hausse du capital. En effet, Textor et Eagle ont dû, dès le départ du rachat, mettre la main à la pâte et fournir une hausse de capital d'environ 86 millions d'euros. Condition suspensive numéro 1. La seconde, vous la connaissez aussi, je l'ai souvent évoquée en vidéo. Lorsque Textor rachète l'OL, le pool bancaire, les 13 banques qui détenaient à l'époque la dette Olympique Lyonnais, ont demandé à Textor de mettre sur la table directement 50 millions pour diminuer la dette. Qu'est-ce qu'il a fait? Sur les 86 millions qu'il avait utilisés pour augmenter le capital de l'OL, il en a pris 50 millions qui ont servi justement à baisser la dette de l'OL. Ce qui fait que, si vraiment on est le plus juste possible, au moment du rachat, donc J+1, l'OL, l'ex-OL Group, a une dette de 280 millions d'euros. 330 millions d'euros moins 50 millions égale 280 millions d'euros. Ça, c'est à l'instant T, J+1, post-rachat, par Textor. Et le graphique le montre bien, par la suite, en 23 et en 24, et par extension en 25, la dette n'a fait qu'augmenter. La dette financière nette de trésorerie
a explosé. Elle a littéralement explosé. Elle atteint en 2023 un montant de 404 millions d'euros. Et en 2024, elle atteint le montant record de 464 millions d'euros. Un montant colossal, presque asphyxiant, rédhibitoire pour une équipe comme l'OL qui génère au maximum du maximum un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros de manière récurrente. Ça, c'est le constat. Donc, si je vous mets ce graphique-là, c'est pour dire qu'au final, oui, il y a évidemment un héritage JMA. Je l'ai dit, différents actifs qui ont été construits, le stade, la LDLC Arena, le Covid, Mediapro, tout ça, c'est un héritage du président Aulas, de l'ère Jean-Michel Aulas. Mais dans cet héritage, si on est vraiment juste, dans les 330 millions d'euros de dettes que trouve lors du rachat Textor, combien sont vraiment des dettes dues et impactées par le président Aulas? En fait, très peu. Parce que si vous retirez le Covid, donc les PGE, les prêts garantis État, qui avaient aidé les clubs de foot français pour subvenir à leurs besoins, environ pour l'OL 150 millions d'euros. Si vous retirez ça, si vous retirez Mediapro, sur les 330 millions d'euros de dettes nettes de trésorerie de l'ex-OL Group, au final, il ne reste, alors peut-être pas grand-chose, mais un montant qui reste acceptable, vraiment acceptable. Et tous ceux qui disent, parce que c'est l'argument fort du graphique, tous ceux qui disent c'est l'héritage du président Aulas, c'est à moitié vrai, mais c'est surtout faux. Ce graphique que j'ai voulu faire pour vous le montre bien, il y a une rupture qui est nette, mais vraiment très nette, entre l'ère JMA et l'ère Textor sur la dette financière nette du club. La période post-rachat, donc avec Textor, montre qu'il y a clairement une explosion de la dette nette financière de l'OL. Alors oui, une dette comme celle-ci, forcément, ça pose question. On se dit, mais comment l'OL peut supporter un tel montant de dette aussi important, même s'il faut le dire, en 2023, John Textor a réussi à refinancer la dette OL Group, en tout cas de l'ex-OL Group, à des conditions sacrément avantageuses. En fait, fini le pool des 13 banques qui détenaient la dette OL Group. Désormais, une seule et unique banque la détient, c'est la Goldman Sachs. Sauf que le gros hic que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'entre-temps, tout ce patrimoine qu'avait voulu constituer le président Aulas, la LDLC Arena, OL Reign, OL Féminin, tous ces actifs dits non stratégiques ont été liquidés. Et l'ex-OL Group, maintenant c'est Eagle Football Group, a vendu pour à peu près en valeur absolue 250 millions d'euros d'actifs. Je répète, l'OL a cédé pour environ 250 millions d'euros d'actifs. Et malgré ça, malgré la vente d'actifs qui auraient dû, notamment la LDLC Arena, diminuer mécaniquement l'endettement du club, plus de crédit bail immobilier, malgré ça, la dette financière nette a explosé sous Textor. Ça, c'est le point crucial qu'il faut, je pense, avoir à l'esprit pour analyser objectivement le plus possible la situation. Deuxième thème et donc deuxième question, est-ce que John Textor est lui aussi fautif? Est-ce qu'il est le coupable de la situation actuelle de l'OL? Là encore, réponse tout en nuance, vraiment, je pense, il faut être le plus factuel possible. Et pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élaboré un second indicateur économique pour vous, basé sur la masse salariale, l'évolution de la masse salariale de l'OL depuis maintenant 6 saisons. Et là encore, le constat, il est assez clair en fait. Alors, en préambule, là encore, petit rappel, je l'ai dit, Textor a vendu beaucoup d'actifs. Il a voulu rationaliser, recentrer l'OL sur l'activité foot. Ça, on peut l'entendre, même si dans les faits, c'est plus ou moins un artifice, un prétexte pour en fait liquider le patrimoine, faire du cash pour financer les opérations internes au projet Eagle Football Group. Maintenant, il y a un argument que Textor met en évidence depuis quelques temps. Alors, il y a un argument phare assez nouveau depuis maintenant quelques jours dans les différents communiqués de presse qu'il a pu rédiger ou faire rédiger pour lui et pour l'OL. John Textor évoque un montant qui tombe un petit peu de nulle part, du ciel, de 293 millions d'euros. Ce serait selon lui l'investissement d'Eagle Football Holding, des partenaires de Textor, dans l'Olympique Lyonnais. Autrement dit, il aurait investi dans l'OL 293 millions d'euros. Pour être franc avec vous les gones, ce chiffre-là, en tout cas à mon niveau, il est invérifiable. J'ai beau creuser le sujet, en parler avec les uns et les autres, c'est absolument invérifiable.
Donc naïvement, très naïvement, je pars du principe qu'il nous dit vrai, même si j'ai un gros doute, voilà, mais je pars du principe qu'il nous dit vrai, mais pour être le plus factuel possible et opposé à ce qui est flou des stats, du concret, j'ai produit un second graphique qui illustre l'évolution de la masse salariale de l'OL depuis maintenant 6 ans. Et en toile de fond, une question, est-ce que vraiment John Textor subit l'héritage JMA ou est-ce que sa gestion est en partie responsable? Et là encore, le constat est sans appel après la dette qui a explosé. Second graphique que je mets à l'écran, on voit clairement que la masse salariale a elle aussi fortement augmenté depuis maintenant 6 ans. Alors historiquement, en 2019, elle était à un niveau de 131 millions d'euros pour le groupe, tout le groupe OL. Donc salariés, staff technique, administratif, plus joueurs. Au total, 131 millions d'euros de masse salariale. En 2020, 133 millions, une toute petite hausse. En 2021, 134 millions d'euros, donc relativement stable. Et l'année suivante, en 2022, on voit clairement qu'il y a une chute assez forte de la masse salariale de l'OL. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est très simple. À l'époque, on est en pleine crise du Covid et l'État français décide d'activer différents dispositifs qui vont aider les clubs de foot français, parmi lesquels un dispositif d'aide des URSSAF, avec différents paiements qui vont être allégés, un déplafonnement des cotisations, ce qui fait que l'OL, en 22, a payé 45 millions d'euros de moins sur la masse salariale. Et là, la scission est claire, nette et précise. L'RJMA montre bien qu'il y a une masse qui est relativement stable, aux environs des 131, 132 millions d'euros. Mais post-rachat, avec Textor, il y a une explosion, c'est criant, c'est frappant, une explosion vertigineuse de la masse salariale, plus 30 millions d'euros sur les frais, les charges de personnel. Et là, logiquement, vous allez me dire, mais Mika, comment c'est possible que la masse salariale est à ce point-là explosée depuis 2 ans? C'est très simple, et Textor donne quasiment la réponse. Si on écoute ce qu'il nous dit, c'est vraiment très clair. Il a fait un communiqué de presse, Textor, sur le compte Twitter de l'OL, dans lequel il dit que sous sa mandature, sa présidence, l'OL a été plus ambitieux en termes de dépenses joueurs. C'est vrai, il faut le dire. En l'espace de 5 mercatos, sous Textor, on a dépensé environ 240 et quelques millions d'euros. C'est beaucoup. Alors, je n'ai pas retiré, je n'ai pas retranché les différentes ventes. D'accord? Je ne parle que de dépenses. Donc, on a massivement dépensé. Mais ce qu'il ne dit pas, Textor, c'est que si on dépense plus, on creuse mécaniquement les dettes contrat joueurs, on creuse mécaniquement l'amortissement et on creuse mécaniquement, le graphique le montre bien, la masse salariale. Et oui, parce que gros achat égale bien souvent gros salaire, et quand vous dépensez 100 millions d'euros, je répète 100 millions d'euros sur 3 joueurs, Nakate, Mangala, Nuama, et que les 3 ont un rendement sportif relativement moyen, voire médiocre, évidemment, ça augmente le total d'actifs joueurs. Cependant, est-ce que la hausse des actifs joueurs se traduit par une hausse des rendements sportifs? Absolument pas. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que oui, on a beaucoup dépensé, c'est vrai, mais dépenser à tort et à travers, ça ne sert à rien. Ça n'a pas grand sens. Et là où Textor rabâche par-ci et par-là que l'OL dépense beaucoup, ce qui est vrai, il faut lui rétorquer que dépenser beaucoup n'est pas un gage de qualité. Mettre 100 millions sur 3 joueurs qui sont en tout point médiocres sans plus, ça n'est pas forcément judicieux pour l'OL. Ce qui fait que, au global, si je reprends tous les différents arguments, est-ce qu'il y a un héritage Jean-Michel Aulas? Oui, bien sûr qu'il y a un héritage. On ne prend pas un club comme ça à l'instant T sans prendre le passif qui va avec. Bien sûr que c'est vrai. Il y a eu différents investissements, le parc OL, la LDLC Arena, il y a eu le Covid, les PGE Covid, Mediapro, tout ça fait que, bien oui, bien sûr qu'il faut le dire, il y a un passif, un héritage JMA. Mais cet héritage Aulas se traduisait par un patrimoine d'actifs énorme, gigantesque. Quasiment 900 millions d'euros d'actifs immobiliers entre la LDLC Arena, OL Reign, OL Féminin, le stade, l'académie, bref, tous ces différents actifs qu'a constitué JMA. Et si on va au bout de la logique, quand Textor a vendu les actifs, il était content de le faire. Ces différents actifs, il est content de les trouver et de les vendre. Et ces actifs ont généré du cash dans les poches d'Eagle Football Group. Ça, il faut le dire aussi. Donc, une grande dette
en soi, quand elle correspond à des actifs, c'est pas grave. Ce qui est plus dérangeant, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dette que l'on a, qui est énorme, elle correspond à moins d'actifs immobiliers, mais plus d'actifs joueurs. Et contrairement à de la pierre, à des bâtiments, à des infrastructures, les actifs joueurs ont une valeur qui est extrêmement variable. On l'a bien vu, il suffit d'une blessure grave pour que Nuama perde peut-être 50% de sa valeur, peut-être. Et quand on met 32 millions sur Niakhaté, qui a 30 ans aujourd'hui, ou presque, à quelques mois près, est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce qu'on vendra ce joueur au moins aussi cher qu'on l'a payé? Sûrement pas. Donc vous voyez, les actifs joueurs, c'est bien, mais ça a moins de valeur, en théorie, que des actifs qui sont immobiliers, de la pierre, des salles, d'un stade. Ça a quand même plus de gages, plus de sécurité. L'enjeu pour Textor, Eagle et par extension l'OL, c'est de dépenser mieux sur des joueurs qui vont être valorisés davantage, et stop à la gabegie financière sur des profils comme Niakhaté, Mangala, ou d'autres que j'oublie, qui ont un rendement sportif relativement médiocre. Voilà en gros les gars ce que je voulais vous dire. Une réponse qui, je l'espère, vous aura éclairé. Maintenant, c'est à vous de vous faire votre point de vue sur la question, rien que le vôtre, qui vous appartient. Sur ce les gars, portez-vous bien, pensez aux petits pouces, toujours les commentaires, et abonnez-vous. Ciao ciao, allez l'OL!